Excusez. Alors, cette année, on se gâte. 2 personnes invitées. Je vais faire comme hier, je vais faire une introduction plus personnelle ou enfin plus basée sur ouais, c'est ça, un vécu. En fait, quand on a commencé à regarder pour des conférenciers, tout ça, en même temps qu'on regardait pour ça, il y a un article qui a attiré notre attention, mon attention dans le Devoir, qui titrait Ma réalité, c'est l'urgence, je pense. Quelque chose comme ça. Moi, je suis comment dire? Mes étudiants, ils connaissent bien mon engouement pour un certain type de musique qu'on pourrait qualifier d'indigné un peu. Puis, je pense que Catherine, ça me parle beaucoup, sa prise de position comme personne, comme femme, comme activiste. Encore une fois, j'avais envie de partager enfin, de l'entendre nous parler finalement de sa carrière comme scientifique émérite, professeur émérite à l'Université McGill, parce qu'il faut parler des affiliations et du statut réel, tout ça. Donc, professeur émérite à l'Université McGill. D'innombrables prix de reconnaissance au niveau national, international. J'ai essayé d'avoir toute la liste hier, puis je ne suis pas arrivé. Donc, donc on a vraiment des conférenciers fantastiques cette année. Et finalement, vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre, alors je vous laisse encore une fois au bon soin de Catherine. Juste 2 secondes. Avant qu'au Canada, on parle de vérité, réconciliation, tout ça, Catherine était vraiment, je pense, elle a été vraiment une pionnière. Là. Je suis certain que vous le savez, je suis certain qu'elle va nous en parler aussi. Mais pour tout ce qui est des droits autochtones, de la lutte, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va avoir beaucoup d'appels pour les jeunes, si j'en crois ma récente expérience comme professeur. Il y a vraiment un engouement pour ça. Puis vous avez la bonne personne pour vous le raconter. Bonjour. C'est assez émouvant quand même de venir donner une conférence plénière au CEF. On se demande toujours... En fait, quand j'étais étudiante, je me rappelle mes premiers congrès, puis je regardais comme les personnes célèbres. Je ne dis pas que je suis célèbre, là, mais aujourd'hui, je donne la conférence plénière quand même. Puis on se demandait, nous, les étudiants, comment on fait pour arriver là. Je vais vous dire, le secret, ce n'est pas très compliqué, faites juste continuer. Vous restez là, puis éventuellement, vous êtes une personne célèbre, puis vous êtes devant. C'est juste une question de persévérance. On m'a dit, fais ce que tu veux. Alors, je vais faire ce qui m'inspirait. Moi, de moins en moins, les données m'intéressent. Je suis de plus en plus intéressée par plus peut-être les processus, puis notre rôle, nous, les scientifiques, dans la construction de la connaissance, mais aussi dans les décisions de la société. Fait que j'ai intitulé un peu ma présentation « Sciences politiques et solidarité » parce que je pense que c'est les mots qui résument ce que j'ai essayé de faire au cours des 40 dernières années. Et en bas, j'ai marqué, je l'ai laissé en anglais, c'est le motto de mon laboratoire qui avait été décidé par mes étudiants il y a un certain nombre d'années et je le trouve très beau. Puis il résume, je pense, que les étudiants et moi, on a essayé de faire au cours des dernières années. Alors, je comprends que c'est moi qui gère ça. On va voir si je suis capable. Oui, non, oui. Je vais commencer en vous expliquant un peu d'où je viens parce que quand on est un étudiant, on se demande souvent où on s'en va. Alors, vous allez voir que je me suis en allée très, très loin de d'où je viens, mais qu'en même temps, chaque étape dans une carrière t'amène à l'étape suivante sans que tu vois vraiment où tu te diriges. J'ai fait un doctorat aux États-Unis en écophysiologie végétale. Alors, je travaillais sur l'effet de l'augmentation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone sur les plantes. Donc, je suis tombée dans les changements climatiques au début des années 80. C'est
la ligne de base de toute ma trajectoire et ça explique aussi sans doute pourquoi la politique est importante pour moi. Parce que oui, c'est un problème biologique, mais c'est un problème planétaire et la réponse, ce n'est pas nécessairement nous, les écologistes, qui vont l'apporter. Alors, en premier, c'est les instruments que j'utilisais, premièrement des chambres de croissance, puis après des chambres à ciel ouvert où on injecte du dioxyde de carbone pour voir comment les plantes réagissent. Et pendant un certain temps, aux États-Unis, il y a eu tout un mouvement pour développer ce qu'on appelait des systèmes FACE, Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Vous en voyez un ici, c'est celui de la forêt de Duke. Et c'est important de comprendre, moi, ça m'a pris des années à comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Toute cette recherche-là, elle était payée par le Department of Energy des États-Unis. Alors, c'est eux qui payaient la recherche dans le laboratoire où j'ai fait mon doctorat. Et je comprends maintenant que l'espoir du Department of Energy dans le début des années 80, c'était de dire, avec l'enrichissement de dioxyde de carbone au niveau planétaire, les arbres vont devenir gros, les plantes vont devenir gros, et finalement, la nature va régler le problème d'elle-même et on n'aura pas besoin donc de réduire nos émissions. C'est le produit de ma réflexion au moins 15 ans après mon doctorat. Alors moi, je n'avais pas compris ça quand j'étais une jeune chercheuse. J'ai décidé de mettre sur pied un de ces systèmes-là, FACE. On l'appelait le TropiFace parce qu'il était dans les tropiques. C'était le premier système FACE dans les tropiques. Pourquoi dans les tropiques? Bien, moi, quand j'étais jeune, mon père a planté des pins, je viens des cantons de l'Est, sur la terre familiale. Puis, je pense que j'avais peut-être 10 ans. Mais quand j'étais au doctorat, les pins que mon père avait plantés étaient de ma hauteur, peut-être un petit peu plus haut, pas beaucoup plus haut. Fait que si on pense à planter pour capter du carbone, c'est sûr que dans le nord, ça ne va pas très, très vite. Et dans les tropiques, c'est pas mal plus rapide parce qu'on pense souvent à des croissances d'arbres de 2 mètres par an. Bon, Christian Messier n'est pas ici, tant mieux. Il me dirait les peupliers hybrides aussi font pareil, là, mais bon, il y a quand même une différence. Alors, j'ai décidé d'essayer de bâtir un système TropiFace, puis ça, c'était avec la bénédiction de l'establishment des États-Unis de l'époque. On travaillait avec le laboratoire de Brookhaven National Lab, donc vraiment la grosse science là, des États-Unis riche. Et on a réussi à bâtir le système. Comme vous voyez, il y avait juste du gazon dedans. On n'est jamais arrivé au stade où on l'a planté. Parce que le site FACE de Duke a publié ses premiers résultats. Et ses premiers résultats, c'est qu'au bout de 3 ans d'enrichissement, il n'y avait aucune augmentation de croissance des arbres. On a expliqué les mécanismes de ça et ça a complètement refroidi l'enthousiasme du Department of Energy pour les systèmes FACE. Alors, ma première grande initiative comme chercheuse, bien, ça a été un échec complet. Alors, le système FACE, il n'y a jamais eu d'arbre dedans. On l'a testé, on l'a monté, on l'a construit, puis on ne l'a jamais utilisé. Mais par contre, autour de ce site-là, toujours au Panama, on a établi une plantation forestière en 2001 et ça a été quand même un succès et je vais vous en parler. C'est le premier des systèmes expérimentaux dont je vais vous parler. Pour les jeunes, toutes ces hypothèses-là, j'imagine que ça vous semble du déjà vu, mais c'est un système qui a été mis en terre en 2001. C'est le premier dispositif expérimental de ce qui est maintenant un réseau international TriDivNet, où il y a des chercheurs ici du CEF qui travaillent dans des sites similaires. Alors, qu'est-ce qui était important ou qu'est-ce qui est important dans ces systèmes expérimentaux-là? C'est qu'on plante des placettes d'arbres en monoculture, en mixture, et ça nous permet vraiment de quantifier l'effet de la diversité sur la croissance des arbres ou différentes fonctions de l'écosystème. Moi, étant quelqu'un qui est préoccupé par les changements climatiques, c'est sûr que ce qui m'a toujours intéressé le plus, c'est le carbone, la capacité des arbres de pousser, de séquestrer du carbone, donc de restructurer des stocks. J'ai été visiter la plantation il y a juste un mois et ça a l'air de ça maintenant. Vous avez vu comment ça avait l'air quand on l'a planté. Alors, c'est satisfaisant. On a une forêt avec plein d'épiphytes dedans, des lianes, tout ce qu'on veut.
Et on vient juste de publier une espèce de bilan de 15 ans de croissance et quelques résultats, parce que quand même, il fallait que je vous parle un petit peu de résultats, sinon vous diriez comment ça se fait qu'elle gagne des prix si elle n'est même pas capable de nous montrer des données. Alors, ici, on a séparé les 15 ans de croissance de notre plantation en moments. Et ce que je veux vous montrer, c'est particulièrement ce graphe-là. Ça, c'est l'augmentation de la biomasse aérienne de nos arbres. Et on voit, ce que ça me dit, c'est qu'avec le temps qui passe, l'effet de diversité, parce qu'ici, sur mon axe des X, c'est la diversité des monocultures, 2 espèces, 3 espèces ou 5. Avec le temps, on structure l'effet de la diversité. Donc, l'effet de la diversité, ce n'est pas un effet transient dans l'établissement d'une forêt. En fait, il devient de plus en plus précis et c'est rare que ça arrive. En général, en sciences, il me semble que la moitié du temps, on ne réussit pas à prouver nos hypothèses, mais dans ce cas-ci, nos arbres se comportent exactement comme on souhaitait. Donc, plus il y a d'espèces, plus la capture du carbone est efficace. Alors, c'était un résultat très agréable. Ce qu'on s'est rendu compte, et je nomme ici, dans toutes mes diapos, vous allez voir des photos des gens avec qui je travaille. Florian Schnabel est à Freiburg. Il a fait son doctorat à Sardinia. Et maintenant, comme j'ai pris ma retraite, c'est lui qui a repris le site. Alors, c'est lui maintenant qui gère ce site de recherche-là. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à haute diversité, tout l'effet de la diversité des arbres dans les placettes, ça se manifeste au niveau de la biomasse aérienne, des relations couronne-couronne, des relations entre la couronne et le sol. Et il y a rien, on n'a rien réussi à voir au niveau du sol. Alors, Tania, il y a encore de la place pour toi. Maintenant, la plantation, elle va avoir 25 ans. Fait que si tu veux renvoyer des étudiants sur le terrain, peut-être que vous allez trouver quelque chose. Parce que dans les 15 premières années, le jeu de la diversité, c'était au niveau des couronnes, ce n'était pas au niveau du sol. Un résultat intéressant, et c'est la seule étudiante dont je n'ai pas une photo, Chantal Hutchison, qui a travaillé avec Dominique Gravel, ici aussi, du CEF, et puis Frédéric Guichard. Elle, ce qu'elle a démontré, et c'était très intéressant, c'est que quand il y a des événements climatiques extrêmes, alors ici, on a eu une période extrêmement sèche, puis une période extrêmement pluvieuse, les monocultures ont accusé un vrai retard de croissance. Donc, il y a beaucoup moins de résilience aux effets climatiques extrêmes, alors que toutes nos mixtures sont restées pas mal insensibles à ça. Donc, c'était, je pense, de très bonnes nouvelles de dire que d'une part, les mixtures en plantation augmentent la productivité, mais aussi c'est comme une assurance en cas de climat extrême, des résultats qui vont beaucoup dans le sens de l'orientation du congrès d'aujourd'hui, de cette semaine. Donc, j'ai commencé à travailler en sciences, en plantant des arbres au site de Sardinia que je vous ai présenté. Ça suivait exactement ce qu'on m'avait enseigné quand j'étais au doctorat. Puis, dans mon temps au Panama, j'ai rencontré un peuple qui s'appelle le peuple Mbera. Et c'était il y a longtemps, en 1993 en fait, mais les premiers travaux que j'ai faits réellement en 1996. C'est une rencontre qui a complètement changé ma vie parce que je me suis mis à collaborer avec des personnes qui avaient des circonstances de vie différentes, une façon d'appréhender la réalité différente et qui m'ont vraiment nourri ou rendu ailleurs. Je pense qu'avant que je rencontre les Mbera, moi, j'étais une biologiste. C'est super, je suis encore une biologiste. Mais après les avoir rencontrés, je suis devenue une biologiste pour qui les gens étaient importants. Et eux sont devenus tout aussi ou plus importants pour moi que la forêt. C'est pas peu dire, parce que j'aime beaucoup la forêt. Le village de Ipeti, j'ai commencé à travailler là en 1996. Et c'était un village où j'ai développé un peu toute ma façon de travailler avec les peuples autochtones. Donc, moi, ma première vague de recherche, c'était je plante du carbone comme une façon de limiter les conséquences délétères des changements climatiques. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'on peut planter du carbone pour que ça soit aussi bénéfique
pour des gens? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient bénéficier de ça? C'est pour ça que j'ai parlé de ce projet-là en disant carbone et subsistance. Est-ce que le carbone, ça serait merveilleux, non, si on pouvait planter du carbone, travailler avec des gens qui plantent le carbone, puis eux, ça leur donne un revenu. Alors, pour pouvoir développer un projet de carbone, on s'est dit, bien, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a sur un territoire. Donc, quel est le couvert végétal. Et puis après ça, il faut planter ou regarder quels sont les systèmes qui ont du carbone et combien de carbone ils ont. Donc, on a fait avec les gens des inventaires de forêts. On a regardé le carbone dans leur système agroforestier, dans leur pâturage. Puis ça, c'était il y a vraiment longtemps, en 2007. Je me rappelle que quand j'ai commencé à publier puis à travailler là, j'étais entourée de beaucoup de scepticisme. On m'a déjà dit, mais c'est même plus de la science que tu fais. Mais je prétends que c'était quand même de la science, mais c'était vraiment pas un moment où on se penchait sur ces questions-là. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait beaucoup de carbone dans les forêts, mais en fait, quand on parlait aux gens, ce qui attirait les gens, c'était les pâturages. Les forêts, eux autres, il y en avait, puis ils dérivaient aucun bénéfice économique de ces forêts-là. Par contre, les pâturages, c'est merveilleux. Si vous n'avez jamais parlé à un éleveur, vous n'avez pas compris que le problème des arbres, c'est qu'ils vivent très longtemps. Pour avoir de l'argent d'une forêt, il faut que tu attendes, mettons, 60 ans que ton arbre ait poussé. Fait que si tu as besoin d'argent pour envoyer à l'école ton garçon ou ta fille ou pour amener ta femme à l'hôpital, tu ne peux pas rien faire. Parce que si ton arbre il y a 12 ans, ça ne donne rien. Mais si tu as un pâturage avec des vaches, ça, c'est merveilleux. Parce que tu veux envoyer ta fille à l'école ou ton gars à l'école, bien, tu vends une vache. Puis il faut que tu amènes ta mère à l'hôpital, bien, tu vends une vache. Puis les vaches, ils ont l'avantage qu'ils font des bébés, fait qu'ils continuent à faire des petites vaches qui font des grosses vaches que tu peux vendre des vaches. Fait que tu as de l'argent avec tes vaches. Mais ta forêt, elle ne te donne rien. Et ça, on dirait que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas quand on pense aux gens qui vivent dans des systèmes agricoles et forestiers. Si on veut conserver la forêt, bien, il faut que la forêt elle soit compétitive par rapport aux vaches. Alors, j'ai développé beaucoup d'amour pour les vaches. Et j'ai essayé de voir c'est quoi l'alternative à la vache. Donc, l'alternative à la vache, c'est planter du carbone puis être payé pour. Alors, j'ai réussi à trouver un acheteur qui était un peu improbable. C'est le Smithsonian Tropical Research Institute qui est l'institut avec lequel je travaille au Panama. Puis, eux, ils ont décidé de se lancer. Ils ont décidé, OK, on y va. On va acheter du carbone. On va acheter des compartiments de carbone différents. Fait qu'on va acheter du carbone de reboisement. Puis, on va acheter du carbone de protection de forêt. Puis, on avait établi aussi une certaine zone tampon au cas où notre système ne fonctionne pas. Alors, ça a été vraiment un moment intéressant où la recherche est devenue vraiment de l'action. Hein? On a passé de mesurer nos stocks de carbone à essayer de voir comment tu fais fonctionner un projet de carbone où il y a des revenus qui viennent aux personnes pour essayer que l'économie du carbone les aide à vivre comme il faut. Une de mes étudiantes de maîtrise vient de faire le bilan de ça. Alors, si on fait un bilan simplement au niveau carbone, ça a été pas tellement un succès, à vrai dire. Alors, ça, c'était l'objectif au bout de 15 ans de carbone qui venait d'une plantation forestière. Puis ça, c'était l'objectif au bout de 15 ans pour la partie agroforesterie. Et quand on regardait ces résultats-là, bien, c'est difficile de les utiliser pour encourager les gens à compenser des émissions en plantant avec des communautés. Parce que oui, il y a un peu de carbone qui a été emmagasiné, mais absolument pas la quantité pour laquelle le Smithsonian pense avoir payé. Évidemment, c'est un système qui est très fondamentalement socio-écologique. C'est très différent de la plantation de Sardinia. La plantation de Sardinia, on avait quelqu'un qui gérait la plantation, qui la nettoyait, qui était là tout le temps, qui le surveillait. Ici, chaque famille participante, on avait, je pense, 18 familles participantes, gérait la plantation comme ça y tentait.
Alors, une des familles qui était dans la diapo antérieure, je vais reculer. Néné, lui, c'est vraiment mon chef. Là. Lui, sa plantation est formidable à rencontrer tous ses objectifs. Il la maintenait propre, tout a bien poussé. Mais il y avait d'autres propriétaires de plantations qui les entretenaient pas aussi bien. On a eu des feux, pas nécessairement par les gens qui ont planté, mais des fois, les voisins brûlaient leurs champs, puis ça brûlait les plantations. Et dans les systèmes agroforestiers ont eu une acceptabilité extrême. Les gens voulaient tous des systèmes agroforestiers, sauf que ce qu'ils voulaient, c'était du café. Et nous, on a même eu la FAO qui est venue visiter les plantations de café, qui étaient des plantations de carbone, pour dire aux gens, coupez les arbres, il y a trop d'arbres dans votre plantation de café, fait que comme ça, vous n'aurez pas beaucoup de café. Fait que c'était très compliqué parce qu'il y avait des objectifs très différents dépendant des personnes. Alors, beaucoup d'apprentissage pour comment travailler avec des communautés, mais finalement, au niveau du carbone, c'était pas, on ne peut pas dire que c'était merveilleux. Ce travail-là, pour moi, a eu des conséquences bien importantes parce que c'est ce qui m'a propulsée dans la politique internationale. Et je présente cette personne-ci, c'est Eduardo Reyes. C'était pendant un certain temps le sous-ministre à l'environnement du Panama. Et moi, pendant que je développais la plantation de Sardinia, la plantation de Ipeti, je parlais toujours au ministère de l'Environnement du Panama pour essayer de leur expliquer l'importance des stocks de carbone dans le contrôle du gaz carbonique au niveau planétaire. Mais jusqu'à 2005, les forêts avaient été exclues complètement du régime climatique international. Ça, c'est une longue histoire, je peux la raconter, en particulier s'il y en a que ça intéresse, mais qui date des années de Kyoto. Et pourtant, en 2005, il y a eu quelque chose de doublement intéressant pour moi. Il y a eu une conférence des parties de la Convention des changements climatiques où, pour la première fois, il y a eu à l'agenda, est-ce que les forêts, on ne devrait pas considérer les forêts dans nos outils de lutte au changement climatique? Je connaissais déjà le sous-ministre de l'Environnement, il est intelligent, il s'est dit, on a une scientifique, elle habite à Montréal. La conférence des parties est à Montréal, elle parle français, anglais, espagnol, excellent. Ils m'ont appelé, peux-tu négocier pour nous? Et comme ça, je suis devenue la négociatrice pour le Panama de l'inclusion de la forêt dans la Convention cadre des changements climatiques. L'idée de tout ça, ça vient d'un monsieur qui s'appelait Nicholas Stern. Je vous raconte tout ça, ça doit faire très vieux pour vous, hein, 2005, je ne sais même pas les étudiants lesquels étaient nés, mais il y en a qui étaient nés, oui, c'est ça. Mais c'est important quand même de savoir d'où viennent les choses. Donc, en 2005, il y a eu la publication d'un livre très important qui c'était « L'économie des changements climatiques ». Ça a été écrit par un économiste anglais qui avait été mandaté par le gouvernement d'Angleterre et Sa Majesté la Reine pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les changements climatiques. Et la conclusion de son livre, c'était que la meilleure solution, c'était planter des arbres dans les tropiques parce que ça coûtait pas cher. Alors, ce monsieur-là, moi, j'aime beaucoup dire qu'il était dans son bureau à Londres. Je ne pense pas qu'il a été dans les tropiques planter des arbres. Je ne pense pas qu'il a vu que les mauvaises herbes avaient 2 mètres de hauteur. Mais pour lui, c'était pas cher et c'était simple. C'est ça qu'il dit. Et c'est ça qui a comme amené l'engouement qu'on voit actuellement pour tout ce qui se passe au niveau de planter des arbres reboisés. Et ça a été là-dedans que j'ai travaillé dans la Convention cadre des changements climatiques pendant plusieurs années. Oups. Ça nous a mené à la mode actuelle, qui est les solutions climatiques naturelles. Puis j'étais contente hier parce qu'il y avait au moins une présentation qui en parlait. C'est très à la mode, on entend beaucoup. Ça vient d'un article de Griscom dans Proceedings of National Academy of Science. Et il a vraiment fait un bon travail parce que ça a accroché les gens. Mais si vous réfléchissez un petit peu, moi, de mon point de vue de chercheur émérite, moi, quand j'ai commencé ma carrière, le Department of Energy nous payait pour planter des arbres parce que ça allait régler le problème. Puis après ça, Sir Nicholas Stern a dit, ben oui, c'est le moins cher et le plus facile. Puis maintenant, Griscom, en 2017, a dit la même chose et là, tout le monde est parti là-dedans. Hein? Trudeau avait dit, je ne sais pas, 13 millions d'arbres, etc. Moi, je pense qu'il faut être un petit peu critique face à tout ça et que c'est notre rôle de chercheur. Puis c'est difficile là, parce que là, on est entre l'écorce et l'arbre parce qu'on aime bien ça, les solutions climatiques naturelles, parce que ça amène de l'eau à notre moulin.
Mais si on regarde ça d'un point de vue de changement climatique, là, notre rôle de scientifique, c'est d'être honnête. Ça c'est encore plus important que l'eau dans notre moulin. Puis en général, on peut faire les deux. Quand on regarde ça, c'est une belle carte. Hein, c'est un groupe, je vais faire une petite publicité pour eux, Globaya, un groupe montréalais qui se spécialise pour faire des images formidables qui montrent les perturbations de l'écosystème. Ici, on voit les émissions en jaune. Hein? Puis ici, on voit les forêts. Fait que, un petit peu, on peut se dire, si on pense à la géopolitique, c'est sûr que les pays développés, là, ils ont tout intérêt à dire on va régler le problème des changements climatiques en changeant l'utilisation, l'affectation des sols dans les tropiques, parce que comme ça, on n'a pas besoin de faire rien chez nous. Puis en plus, actuellement, je suis scandalisée, le prix de RED est rendu à moins de 5 la tonne. Fait que là, on leur demande de faire ça, puis on les affame parce qu'on ne paye plus rien. Fait que juste un petit remise à date sur la géopolitique. Mais quand on pense aux solutions climatiques naturelles dans la foresterie, moi, je pense que c'est important, puis je suis très heureuse de discuter de tout ça après avec les gens qui ne seront pas d'accord avec moi. Je pense qu'il y a deux problèmes absolument majeurs et qu'il faut faire très attention dans notre façon de vendre ça ou de parler de ça. D'abord, la superficie des terres nécessaires. Si vous ne connaissez pas The Land Gap Report, allez le lire. Je regrette beaucoup qu'il ne m'ait pas invité comme auteur. J'aurais adoré ça, pouvoir dire que j'étais un auteur. C'est quelque chose de formidable. Et ils ont regardé tous les engagements des pays du monde pour le reboisement pour rencontrer leur cible de réduction. Mais la somme des engagements des pays, c'est égal à la somme des terres arables de la planète. Pensez-vous que ça a d'allure, ça? Pensez-vous qu'on va y arriver? Ben moi, je ne pense pas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour manger. Ben, on va couper les forêts qui restent ailleurs pour faire des champs, fait qu'on n'aura rien gagné. Fait qu'il y a un problème grave. Mais l'autre problème qu'on voit beaucoup, nous, c'est la temporalité de tout ça. Les gens disent, dans une forêt de repousse, je replante une forêt dans les tropiques, c'est 120 tonnes de carbone. Oui, je comprends, mais ça, c'est dans 60 ans. Puis ton vol d'avion que tu fais aujourd'hui, c'est aujourd'hui l'émission. Fait qu'il y a un problème de temporalité très, très grand. Dans notre article sur Sardinia qu'on vient juste de publier, on a fait le calcul. Notre plantation dans les tropiques, elle séquestre 1,4 mg par hectare par année. C'est rien, ça. C'est sûr que si je dis dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 50 ans, on va en avoir 120, ça a l'air de beaucoup. Donc, il y a une confusion entre une émission, des actions d'émissions actuelles, puis la séquestration dans plusieurs années du futur. Et les gens sont très mélangés avec ça. Le gouvernement du Québec aussi, d'ailleurs. Donc, c'est quelque chose qu'il faut remettre à l'heure. C'est la notion, en fait, en jargon de crédit ex ante puis de crédit ex post. Est-ce que tu dis, je te donne des crédits pour tout ce que je vais faire dans ma vie de plantation ou juste une fois que c'est fait? Alors, les solutions climatiques naturelles, je pense qu'il faut y aller très délicatement. Et le problème que je vois, c'est que c'est en train de nous brouiller la vue sur le vrai problème des forêts. Le vrai problème des forêts, me semble-t-il, c'est que partout au monde, les forêts sont en train de péricliter. Je n'ai pas sa photo. Mika, je ne l'ai pas mis ta photo. Je sais que tu es dans la salle, je suis désolée. Je n'avais pas de place. Mais on a un étudiant qui travaille à Mont-Saint-Hilaire. Puis à Mont-Saint-Hilaire, la forêt est en train de mourir, comme plein d'autres forêts. Et à force de dire la forêt va nous sauver parce qu'on va reboiser, on oublie que si on veut que la forêt continue à faire sa job de forêt, il va falloir l'aider. On n'est même pas rendu, nous, à dire que la forêt a continué à être un allié. On commence à avoir peur que la forêt soit devenue notre ennemi. Et c'est ça qu'on devrait clamer comme scientifique. On devrait le dire, le redire et le redire, puis chercher comment aider nos forêts. Cette année, c'est doux et
plus personne aujourd'hui qui peut penser qu'une scientifique, c'est pas politique. Les États-Unis nous le démontrent, n'est-ce pas? Donc, être un scientifique, c'est parler de savoir, parler de faits, analyser ce qui se passe et le traduire. Et donc, en faisant ça, on reste des scientifiques, mais il y a des façons de le faire. Alors, s'il y a des gens qui sont préoccupés, moi, je pense qu'on peut apprendre comment faire. J'ai mis des petites choses ici pour vous expliquer que moi, j'avais donc négocié à la Convention cadre des changements climatiques. Puis là, moi, j'étais négociatrice jusqu'à Copenhague. Les plus jeunes, vous ne savez pas c'était quoi, mais c'était la COP avant Paris qui a été un grand désastre. Moi, j'étais là pendant le grand désastre. J'ai vécu le grand désastre. J'étais négociatrice du grand désastre. Après ça, on a toutes fait des dépressions nerveuses. Puis Dieu merci, la France a repris le flambeau. Puis à Paris, il y a eu une entente internationale. Mais la COP de Paris, encore une fois, je rappelle des vieilles affaires. Qui était le premier ministre du Canada? C'était Harper. Puis qu'est-ce qu'ils pouvaient faire les scientifiques d'Environnement Canada à l'époque? Ils ne pouvaient rien dire. Ils n'avaient même pas le droit de parler aux journalistes. Alors, moi, j'avais décidé que ce qui est important, c'est que nous, les scientifiques des universités, qu'on ne peut pas bâillonner, on prenne la place publique. Et j'avais créé un mouvement qui s'appelait Dialogue pour un Canada vert. On était 87 scientifiques de partout au Canada, puis on a écrit le premier plan d'action climatique pour le pays. Ce n'était pas un plan d'action qui était confrontant. On a rencontré les députés de tous les partis qui ont voulu parler avec nous. Il y en a un qui n'avait pas voulu. Ça serait le même actuellement, il ne voudrait pas non plus. Et on avait demandé aux gens, c'est quoi vos enjeux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut intégrer vos préoccupations de politiciens dans un plan d'action qui mène quelque part? Et en fait, ce plan d'action-là qu'on avait rendu public a été extrêmement diffusé et largement adapté ou absorbé ou emprunté par plusieurs des partis politiques. Donc, c'est possible, quand on est des universitaires, de développer des stratégies efficaces, non confrontantes, constructives pour faire avancer la chose publique et à voir ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'on a un grand besoin de ce genre d'implication-là. Là, on va changer de registre. J'ai encore quelques minutes, oui? Combien? Oui? Oh, c'est bon. Je suis très bien. Je vais vous amener dans le deuxième, peut-être, là, je vous ai assez parlé de politique, je vais changer de registre, là, je vais aller plus dans les motifs. Je vais vous parler un peu de solidarité, puis je vais vous mettre une carte qui est un de mes anciens étudiants de doctorat qui avait fait une petite animation, encore au Panama, bien sûr, parce que c'est là où je travaille. Et je vais vous montrer où est la forêt, où sont les peuples autochtones, pour que vous compreniez pourquoi, depuis des décennies, je travaille avec les peuples autochtones du Panama. Donc, j'ai les 3 cartes les plus récentes du couvert forestier panaméen. Ça arrête en 1998. On a un petit problème d'actualisation là-bas. Alors, en vert, évidemment, c'est la forêt. Et les lignes bleues, c'est la ligne des territoires autochtones. Je fais encore une petite publicité. Au Panama, 30% du territoire, ce sont des terres autochtones légalement reconnues. C'est extraordinaire, hein? Puis le pays vit encore et n'est pas tombé dans la faillite. Alors, c'est possible, c'est possible. Donc, concentrez-vous dans cette région-ci. C'est la région de Ipeti où j'ai travaillé très longtemps. Puis, on va aller dans le temps. Alors, regardez qu'est-ce qui se passe avec la forêt. Alors, vous voyez que la forêt, elle rétrograde partout. Et j'ai un de mes étudiants de doctorat, un autre, il y a Gérardo et Camilo qui ont aussi travaillé là-dessus et qui ont démontré qu'effectivement, les terres autochtones, pas juste au Panama, mais un peu partout dans les Amériques, c'est là où la forêt reste conservée. Donc, les peuples autochtones, pour nous, c'est des alliés évidents. Mais travailler avec des peuples autochtones, c'est pas si... C'est différent. Et je veux présenter des personnes qui m'ont aidé un petit peu ou complètement, qui ont développé avec moi notre façon de travailler. Alors, le premier, c'est Rogelio Cansari. Rogelio, c'est un Mbera que quand j'ai connu, il était jeune. Moi aussi, j'étais jeune. On était jeunes tous les deux. Bref, c'est le seul Mbera qui était allé étudier aux États-Unis. Il avait fait un bac en anthropologie. Et il m'a aidé lors de ma première expédition au Darien, la région d'où viennent les Mbera.
Et il est devenu ensuite mon étudiant de maîtrise. Ça, c'est si je le dis d'une façon formelle. Mais en réalité, il est devenu mon étudiant de maîtrise. Ça a pris 2 ans à graduer, mais moi, je me suis réunie avec lui il y a 3 semaines parce que j'avais encore des questions pour lui. Parce que lui, ça a été mon professeur de culture, de comment travailler de façon respectueuse. Alors, moi, ma job de prof a été fait beaucoup plus vite que lui, sa job de prof, puisque moi, je le vois encore et il m'aide encore et il m'oriente encore, il me pilote encore dans cet extraordinaire parcours de travailler à 2 cultures. Puis ce que j'aimerais vous dire, c'est ce qui manque, je pense, dans ce discours-là sur la réconciliation. Puis j'avais beaucoup réfléchi à ça quand on a un grand metteur en scène qui avait commis une bévue il y a plusieurs années. Il avait voulu écrire une pièce de théâtre sur les peuples autochtones, puis il n'y avait personne d'autochtone dans sa distribution, dans son processus créatif. J'aime beaucoup ce très talentueux metteur en scène, mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ça aurait été meilleur avec eux. C'est ça qu'on ne dit pas. On ne dit pas que ça aurait été meilleur avec eux, c'est mieux avec eux, comprenez-vous? Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les Mbera en 1993 et ma vie s'est améliorée. Elle a été plus fun, plus belle, plus riche et elle continue de l'être. Donc, essayer de travailler avec l'autre, c'est pas essayer de manipuler l'autre pour que l'autre fasse ce que moi je veux. Ça, c'est important. C'est réellement aller vers l'autre pour aller ailleurs, un ailleurs que tu ne sais pas, un ailleurs qui va venir de votre rencontre. Et c'est la même chose pour eux, je pense. Eux aussi, ils vont ailleurs avec nous. Et c'est une vision beaucoup moins conflictuelle, celle que je propose, que celle des settlers qui me rend très mal à l'aise. Okay? Moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu parce que c'était au Panama. Alors, il y a 2 concepts qui m'ont aidé dans mes nombreuses discussions avec Rogelio. C'est le concept de two-eye seeing, c'est essayer de comprendre qu'on voit une réalité, nous, puis eux voient une autre réalité, puis essayer de voir les réalités dans cette multiplicité-là en même temps. Et c'est là où ça devient riche. C'est comme un kaléidoscope, finalement. Et un concept qui a été développé par une anthropologue, Priscilla Weeks, non, c'est peut-être pas inventé par elle, mais c'est elle qui, moi, je l'ai connue à travers elle. Le concept de réflexivité, ça, c'est très important. C'est qui t'es, toi? Qui suis-je, moi? C'est quoi mon prisme? Qu'est-ce que c'est que moi, je vois? À partir du moment où c'est clair, qui est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vois, c'est quoi tes valeurs, où tu te tiens? Toi, tu sais qui tu es. Tu es capable d'aller à la rencontre de l'autre sans demander à l'autre de changer et de comprendre où est positionné l'autre et entre ces 2 entités-là, de créer un pont. Et c'est ce pont-là que moi, je me suis efforcée de créer pendant plusieurs années. Et là, je vais vous présenter Bonaerges Pacheco parce que lui aussi, ça a été mon ami, mon compagnon. Je vois Alain derrière, tu l'as connu, il est décédé. Chaque fois que je le dis, j'ai envie de pleurer, mais je vais le dire encore. Il est décédé de diabète non traité parce qu'il était trop pauvre pour se payer les médicaments. Par contre, il a été un de mes co-auteurs, une des personnes qui m'a aidé à comprendre comment travailler pour frais. Et pour moi, sa vie et sa mort, c'était un chef autochtone, il a défendu son village, il a été témoin pour aller gagner un procès, le territoire des Petits contre l'État du Panama pour avoir leur droit territorial. Et il est mort d'une maladie hautement soignable parce qu'il était trop pauvre, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on donne plein d'argent pour le carbone forestier, c'est écœurant. Mais bon, ce que j'ai compris avec eux, c'est que quand tu veux travailler, on doit, en tout cas, nous, ce qu'on a fait, c'est adopter une méthodologie qu'on appelle la Participatory Action Research, donc la recherche-action participative, qui est une recherche qui va en cycle. Donc, c'est vraiment pas moi, j'arrive dans un village, je dis, je vais faire ça. On s'assoit autour d'une table, puis on dit, moi, je suis ça, toi, tu es ça. Qu'est-ce qu'on a en commun, vers où on veut s'en aller?
Et on va décider de chaque étape ensemble et de chaque action ensemble. Et après chaque étape et chaque action, on réfléchit à la suite des choses. Donc, ça, quand tu écris ta demande d'octroi, ça a l'air de, bien, je vais travailler avec eux sur les forêts, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Puis on va se réunir, puis on va en parler. Puis là, on va voir si ça marche ou ça ne marche pas. Puis si ça ne marche pas, bien, on va changer d'approche. Fait que, bon, mais on finit par être capable d'écrire ça dans une demande d'octroi puis d'avoir des sous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très, très peu structuré parce que c'est l'interaction qui va structurer le travail. Alors là, je vais vous amener dans le projet actuel et je vais vous informer que peut-être que très bientôt, ça va devenir un vrai projet officiel du CEF parce qu'on est 4 chercheurs du CEF qui travaillent là. C'est le fun, hein? Fait que vous ne savez pas, peut-être que vous viendrez nous visiter aussi, vous les jeunes ou les moins jeunes qui veulent connaître. Alors, on est toujours au Panama, mais là, on est presque en Colombie. La frontière est ici, la frontière avec la Colombie. La motivation pour ce projet-là, c'est que je penserais que les forêts intactes, c'est-à-dire les forêts qui sont situées dans des endroits pas perturbés par les humains, ce sont les forêts qui ont le meilleur potentiel d'adaptation au changement climatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand pool d'espèces et ils ont tous les animaux qui permettent la dispersion. Donc, s'il y a des endroits où, hier, on entendait parler du potentiel génétique d'adaptation, mais là, ça serait aussi le potentiel des espèces de s'adapter, puis des espèces qui sont plus capables de faire face au climat nouveau, de se répandre. Alors, le deuxième, je sais que ça a l'air tout petit comparé aux photos d'Amazonie, hein, mais ce territoire-ci, c'est le Choco Darien. Et le Choco Darien, c'est le deuxième plus grand réservoir de forêt intacte des Amériques, d'Amérique tropicale, devrais-je dire. Et donc, moi, je travaille actuellement dans un territoire Embera qui est au cœur de cette zone-là. C'est un territoire qui est hautement forestier et où on a des stocks de carbone extrêmement élevés. On avait fait une analyse de plusieurs endroits au Darien et on a dans les forêts intactes, on a des quantités de carbone qui dépassent la plupart des autres forêts bien connues en Amérique du Sud, comme par exemple Luquillo ou bien Yasuni qui est ici. Donc, des forêts très, très grandes avec beaucoup, beaucoup de carbone. Et cet arbre-là, c'est pour vous montrer que oui, effectivement, il y a des très grands arbres. C'est un de mes bons amis parce que la forêt du Panama, on considérait, avant de le rencontrer, qu'elle était à 50 mètres de hauteur. Cet arbre-là, il venait juste de tomber quand on est arrivé en pirogue à cet endroit-là. Et comme il est horizontal, on a pris un galon à mesurer, puis il mesurait 71 mètres de hauteur. Alors, c'est une forêt extrêmement élevée. Et probablement qu'on pourrait dire que c'est un refuge climatique parce qu'on a des arbres extrêmement vieux, on a des arbres, je ne sais pas jusqu'à quel point il faut qu'on travaille plus en dendrochronologie, là, mais on a certainement des arbres qui ont plus que 5 à 600 ans à cet endroit-là. Et quand on lit la littérature sur l'Amazonie, les endroits où les arbres sont les plus gros en Amazonie, jusqu'à 80 mètres, c'est des endroits de grande nubosité. On a la même chose là. Donc, une petite partie d'écosystème très unique. Et on y a développé un projet complexe. C'est mes 5 dernières diapos, alors j'espère que je ne serai pas trop en retard. C'est un projet qui s'appelle Bakuru Droa. En Embera, ça veut dire arbre vieux, un projet sur les vieux arbres. Et c'est vraiment un projet qui a été développé de façon participative. Il a 4 axes principaux. Appuyer les droits autochtones, supporter le développement économique, conserver et promouvoir les savoirs traditionnels et évidemment créer des connaissances scientifiques. Les opportunités économiques, je vous parlais de Bonargé, mon ami, vous avez compris que c'est très important partout. On ne peut pas penser qu'on peut demander aux gens de conserver des forêts puis crever de faim. Ça ne marche pas. Hein? Alors, ceux qui proposent de l'argent aux gens qui vivent dans les forêts, puis c'est pareil ici. On donne de l'argent pour couper la forêt, pour chercher des mines, pour chasser des animaux, pour sortir des poissons, mais on ne donne pas d'argent pour protéger une forêt. Donc, il faut absolument qu'on réussisse à changer ça. Alors, je vais vous laisser, je vais demander à Jean-François de vous mettre un petit vidéo
pour donner la parole à mon coordonnateur scientifique qui va vous parler, lui, de sa vision du projet. Para nosotros en verano, árboles grandes que no sé cuántos años tienen, los bosques son intactos y nadie lo ha tocado, bosques vírgenes, como siempre hemos tenido, y por eso nosotros le llamamos acuífero. El proyecto acuífero empezó en el 2018, es una parcela que estamos realizando la población indígena, la comunidad de falsa, tenemos ahorita mismo 10 hectáreas, más 15 hectáreas que va a establecer en esa parcela, es para el estudio científico. Primero, iniciando el proyecto, eran 7 técnicos nada más, 7 muchachos, mejor dicho, lo había capacitado sobre el tema de la parcela. Pero dentro de esas 7, fuimos recogiéndoles muchachos que ya los 7 fueron dándole el conocimiento a otros muchachos, lo que tienen que hacer. Entre 3 meses teníamos 42 muchachos jóvenes trabajadores de la parcela. Y hoy en día, esa es la evolución que tenemos, ha llegado hasta 50, 55 jóvenes. Con esas parcelas dentro del territorio indígena, vemos la población indígena realmente ha tenido la conservación del bosque, del medio ambiente. Je pense qu'on peut fermer. Oui, merci. Alors, ce qui était pour eux très important, c'est que la science leur a donné des salaires. Alors, on a dépensé des dizaines de mille dollars en salaire pour établir... Oups, on dirait que j'ai perdu le contrôle. Ah non, OK. Pour établir une parcelle de 15 hectares, et on vient d'avoir cette semaine la bénédiction de Forest Geo pour intégrer le grand réseau international de parcelles permanentes de forêt de Forest Geo. Donc, 15 hectares où on a mesuré tous les arbres à partir de 1 cm de hauteur, 1 cm à diamètre de poitrine. Et pour l'instant, on sait qu'on a mesuré 57 000 individus. Quand je dis on, c'est le on royal, c'est les techniciens que vous avez vus qui ont fait ça. On a 539 espèces qui sont identifiées à l'espèce, 439 espèces dans notre 15 hectares d'arbres. Et on a encore 50 morpho-espèces. Je ne sais pas si Adriel s'est levé ce matin. Adriel, si tu es là, lève ta main. Oui, Adriel s'est levé ce matin. Merci, Adriel. Alors, Adriel est dans le labo de Juan Carlos, est en train de nous aider avec l'ADN pour identifier ces espèces-là. Donc, on travaille vraiment à la frontière de la connaissance au niveau de la découverte de la biodiversité. Le grand botaniste Al Gentry avait dit d'ailleurs que le Choco Darien, c'était l'endroit au monde où il y avait encore le plus d'espèces d'arbres à découvrir. Puis Adriel a travaillé sur un manuscrit sur une nouvelle espèce de Pakira. On espère qu'on va réussir à le faire accepter très bientôt. Donc, c'est très excitant au niveau de la biodiversité. Le travail de parcelle, ça nous a permis aussi de comparer la forêt dans laquelle on travaille avec toutes les forêts très connues du Panama, dont celle de Barro Colorado. Et ce qui est le plus frappant, c'est sans doute la diversité, le nombre d'espèces par tige. Donc, on est vraiment dans une forêt méga diverse, au même titre que les forêts d'Amazonie. Au niveau des droits, ça c'était pour la science, au niveau des droits territoriaux, on a travaillé avec les gens à cartographier tout le territoire. On a redonné à chacun des rivières et des cours d'eau leur nom Embera, les endroits sacrés. Et de ça, on a fait un rapport qu'on a soumis au ministère du territoire, l'Autorité nationale des terres, pour sustenter les droits territoriaux de la région. Donc, on travaille activement en partenariat avec les autorités pour obtenir le droit territorial. Et puis, on travaille aussi avec un projet super intéressant parce que quand Daniel Le Sieur le sait, nos arbres, on les a échantillonnés avec les noms Embera. Donc, on a accumulé une énorme base de données de noms Embera. C'était très intéressant parce que nos jeunes techniciens Embera ont appris les noms Embera de leurs aînés qui travaillaient avec nous. Et là, on a eu des sous pour développer du matériel pour les écoles, pour enseigner à l'école le nom des arbres en Embera et toutes les histoires des arbres, donc toutes les valeurs d'usage ou les valeurs rituelles des arbres. Alors, c'est
un très, très beau projet dans lequel notre science, puis le travail des techniciens va vraiment retourner chez les jeunes pour essayer que le projet appuie les savoirs traditionnels au lieu de substituer le savoir traditionnel par un savoir scientifique. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Et oui, j'ai fini. Alors, ma dernière diapositive, c'est pour remercier les personnes qui sont les plus importantes à faire le travail. Évidemment, mon coordonnateur scientifique que vous avez entendu, Alexis Ortega, dans la salle. Peut-être que Madeleine s'est levée. Je ne vois pas sa main. Oui, je vois Madeleine. Alors, Madeleine, une des personnes qui a travaillé pour moi puis qui a maintenant travaillé dans le labo de Christian, Divya et Lady, qui ont été mes 3 assistantes dans les derniers 10-15 ans et sans lesquelles je n'aurais pas pu faire tout ce travail-là. Alors, merci beaucoup. Merci, Catherine. Je suis sûr que vous avez des questions. Il y a 2 micros dans les allées. Bonjour Catherine. Puis, salut! Merci beaucoup. Écoute, avec l'expérience que tu as du Panama, qu'aurais-tu à nous dire de nos relations avec les Autochtones, les Premières Nations ici? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bien, moi, je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est leur donner leur terre. Tu sais? C'est leur terre. Nous, on est arrivés après eux, puis c'est leur terre. Puis je ne comprends pas qu'on n'avance pas là-dedans. Parce que moi, j'ai eu le privilège d'aller à Kitchissakik avec des gens de Péti. Puis c'était incroyable parce que, puis j'ai aussi eu des gens d'ici qui sont allés là, des Autochtones d'ici qui sont allés là-bas. Les pratiques culturelles sont toutes les mêmes, mais ici, on vit tellement isolé de ça, on ne les voit pas, on les a rendus invisibles et on ne conçoit même pas qu'on est sur leur territoire. Et je pense que ça, c'est la première chose auquel on doit faire face. Chacun de nous, là, on doit comprendre qu'on est des visiteurs sur leur territoire, puis qu'il faut qu'on fasse ça ensemble parce que là, on les juge, on considère qu'ils sont moins que nous. Moi, j'ai été ébahie à quel point ici, on ne respecte pas leurs autorités traditionnelles. Les gens rentrent dans les communautés autochtones, sur les territoires autochtones, vont pêcher, vont chasser, comme s'ils n'étaient pas là. Pourtant, ils sont là. Ils sont là, puis c'est à eux. Puis en plus, ils ont une sagesse, une vision, une façon de comprendre l'environnement qu'on n'a pas, nous, qui nous aiderait beaucoup. Parce que quand on pense au concept des 7 nations, des 7 générations, tu sais, on planifie pour les 7 générations, Dieu que ça serait bénéfique à nos gouvernements de gérer notre territoire dans ce concept-là. Donc, je pense qu'il faut aller établir des ponts, puis aller les voir. Et moi, mon expérience avec les communautés ici, j'ai travaillé à Kitchissakik, j'ai travaillé avec les communautés Innu de la Côte-Nord à partir de Quanichit. Puis c'est fou comme ils sont accueillants. Tu n'as même pas l'impression qu'ils t'en veulent, en fait. Je ne comprends pas pourquoi. Moi, il me semble que si j'étais eux, je m'en voudrais. Et donc, je pense que c'est à nous d'aller vers eux, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, puis sur quoi on peut travailler. Bonjour Catherine. Bonjour Sylvain. Avec ta grande expérience, comment on fait pour parler à un ministère des Forêts au Québec, basé sur tout ce que tu as vu au Panama? Bien, ça me ferait plaisir après la conférence, s'il y a des gens qui s'intéressent, on peut faire une petite réunion quelque part. Je suis très ouverte à ça. Mais je pense en premier qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on va dire. Puis je pense aussi qu'il ne faut pas aller dans des esprits de confrontation. Moi, ce qui a marché pour moi, c'était de ne pas aller dans un esprit de confrontation, mais dans un esprit pédagogique, tu sais, de rester positionné comme je suis, qui est un chercheur, puis qui dit, voici les choses, tu sais. Ça, c'est important pour ça, puis ça ne peut pas marcher pour ça. Et comprendre aussi, probablement, éventuellement, que nous, les scientifiques, on n'est pas ceux qui prenons les décisions. Nous, on n'est pas des politiciens, on n'a pas choisi ça. On a choisi de construire des connaissances. Et après, si la
société a élu des politiciens qui ne veulent pas tenir compte de notre science, c'est tout à fait le droit de la société. Tout à fait. Donc, nous, on ne peut pas obliger non plus les gens à suivre la science. Mais notre travail, c'est de dire, voici ce qu'on pense qui est important et voici pourquoi. Donc, vraiment le prouver. Et moi, une fois après l'autre, je me suis fait remercier par des fonctionnaires d'avoir soumis des rapports avec des références qui les aidaient, eux, dans leur travail. Et je ne suis pas sûre que le ministre, c'est nécessairement la cible la plus intéressante. Je pense qu'on travaille avec les fonctionnaires, avec les sous-ministres. Le ministre, c'est une personne très politique qui va faire ce qu'on lui dit de faire, finalement. Donc, je pense qu'il faut préparer un travail puis aller travailler vraiment avec les gens qui font marcher l'État, qui sont les fonctionnaires et les sous-ministres. Puis après, on peut parler avec les ministres, mais c'est moins important. Il ne faut pas se concentrer sur eux. J'ai une petite sous-question, mais quand tu avais dans les activités qu'on peut faire, la règle du 1-3 quelque chose? Oui, c'est quoi ça? 1-3-10. T'en as pas parlé? La règle du 1-3-10, c'est une règle en communication où tu fais un rapport, tu sais, mettons 10-15 pages, bien étayé, des références, tes faits, toutes tes preuves scientifiques, quelque chose de substantiel que tu sais très bien qu'aucun ministre va lire. Mais ça n'a aucune importance parce que c'est là où tu as le cœur de ta connaissance. Le 3, c'est la version résumée pour les sous-ministres ou les personnes exécutives où tu prends les grands messages. Puis le 1, c'est la page média, la page pour le ministre, la page où il y a juste les points, mais il n'y a rien. Donc, tu offres aux gens comme un escalier pour approfondir les connaissances. Tu ne fais pas juste crier des vérités. Tu fais une route, puis tu leur donnes toute l'information pour les aider à sustenter leurs décisions. Parce que c'est ça, je pense, la différence souvent entre l'activisme et la science. Pour nous, notre force, c'est la science, c'est les connaissances, c'est faire cette démonstration-là. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier quand on veut sortir juste de notre cercle d'universitaires. Je pense que j'ai commis un lapsus. Je voulais dire femme d'action et non pas femme activiste. Tu as bien fait de le soulever. Léa? Oui, j'avais une autre question, mais j'ai envie de rebondir sur le commentaire personnellement, en tout cas, l'impression que j'ai de notre gouvernement, c'est qu'au ministère, nos fonctionnaires sont quand même connaissants. C'est pas n'importe quel Joe Blow qu'il y a là, puis j'ai l'impression qu'eux-mêmes sont un peu désemparés par la structure politique, puis eux-mêmes, ils subissent énormément de pression de la ligne directrice politique qui peuvent pas vraiment rien faire contre ça. Donc, j'ai l'impression qu'on a juste un problème systémique plus au Québec, qu'on a vraiment une approche top-down et non de grassroots qui est comme extrêmement déficitaire. Puis, en tout cas, je serais vraiment intéressée de avoir une discussion avec vous après, là, justement, essayer d'aller parler au gouvernement, là, parce qu'il manque un petit peu d'écoute au niveau du plancher. Là. Mais je pense que le travail de faire sortir la science de nos universités, d'abord, c'est permanent, puis c'est tout le temps. Puis c'est vrai, les fonctionnaires en général sont extrêmement compétents. Nous, ce qu'on peut leur donner, c'est des munitions, hein, parce que nos rapports bien étayés avec des références, c'est des munitions pour eux. Puis après, nous, on a d'autres alliés. Nous, quand on était devenu public là, avec le Dialogue pour un Canada vert, c'était fou. En 3 jours, moi, j'avais donné 90 interviews. Là. Les journalistes sont là. Moi, je m'en vais à Radio-Canada cet après-midi. Les journalistes sont là. Ils sont là. Tu peux parler avec eux. On est très chanceux. Il y a plein de gens avec qui on peut travailler. Ici, la ministre des Forêts, c'est cette circonscription-ci. Ah ben, tu sais, c'est merveilleux, là. C'est formidable. Regardez quelle chance. Incroyable. Vous pouvez faire des réunions avec le parti CAQ, Rimouski, parler avec les gens, mais écoutez aussi, écoutez les préoccupations, puis aller chercher des pistes de solutions qui vont résonner quelque part. Puis c'est un travail constant. Regarde, moi, j'ai commencé à faire de l'action politique comme scientifique en 2005. J'ai jamais arrêté. Là, je suis un peu fatiguée, fait que c'est bien s'il y a des jeunes, ça les tente, là. Ça me fait plaisir de vous aider, mais ça sera vous qui parlerez. Fait que, tu sais, il faut que tu le fasses constamment, mais des fois, tu gagnes, puis des fois, tu perds. Mais au fur et à mesure,
c'est sûr que si nous, je pense que nous, les scientifiques canadiens et québécois, peut-être, là, c'est parce que moi, je m'étais positionnée en 2015 pour dans un truc pan-canadien, mais on n'est pas très présent souvent dans les médias. Même maintenant, ici, moi, je connais plus les changements climatiques que la forêt, à la limite, là. C'est tout le temps les mêmes 3 ou 4 chercheurs qui parlent. C'est tout le temps juste nous qui parlons. Si on prenait plus de place, on serait peut-être plus écoutés. Parce que ce qu'il faut, c'est en parler, éduquer les gens, aller les chercher, mais aussi pas d'en haut, avec le nez levé, en écoutant les préoccupations puis en essayant d'y répondre. Puis à la limite, moi, j'aime ça dire ça des fois parce que moi, pour moi, c'est important. Moi, je suis comme un bum de l'assistance sociale. Tu sais, moi, j'ai fait mon doctorat avec une bourse RSNG. Ouais, c'est le Canada qui m'a payé. Après ça, j'étais devenue prof d'université, je suis payée par les contribuables. Je fonctionne avec des subventions du FRNT puis des subventions du RSNG. Je veux dire, j'ai un devoir de redonner. J'ai un devoir de redonner, j'ai un devoir d'aller parler aux gens, puis de leur expliquer, puis de partager. Puis c'est juste en faisant ça constamment qu'on va réussir à aller où on veut. On ne peut pas rester ici puis critiquer la ministre des Forêts, puis les gens, puis il faut qu'on aille, puis il faut qu'on explique, puis il faut qu'on... Puis ça, c'est constant, c'est ça. Puis c'est pas pour rien que au sud de la frontière, ils sont en train de tout démanteler la science parce qu'ils ne veulent pas que les scientifiques parlent aux gens. Fait que faisons-le, nous, on est chanceux, on est quand même dans un pays où on peut le faire. Bon, merci. Je ne sais pas si je vais avoir j'ai le temps pour ma question principale que je suis venue ici, là, mais en gros, clin d'œil aux recherches de Marc Lucotte, que je sais que lui aussi allait dans les pays plus en Amérique du Sud, puis qu'il essayait de plutôt encourager le monde à planter des arbres fruitiers, tout ça, pour essayer de réorienter leur économie. Là, vous disiez que c'était beaucoup du café qui les intéressait. Est-ce que c'est juste que ça compétitionne tout simplement pas avec les pâturages de la région? Est-ce qu'il y avait complètement aucun intérêt ou ça serait possiblement une avenue intéressante pour... Les communautés autochtones, généralement, ont des systèmes agroforestiers bien développés, donc ils ont beaucoup d'arbres fruitiers aussi, mais les arbres fruitiers, c'est plus pour la consommation personnelle, tandis que le café, on voit un potentiel de vente plus important. Okay. Je pense que c'était ça qui était leur intérêt. Okay. Merci. On va prendre une dernière question. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, super intéressant et inspirant. J'ai une question un peu qui allait dans le même sens. En fait, je me demandais justement pour faire le switch des crédits carbone vers quelque chose qui va apporter des revenus, là, c'est quoi finalement? Est-ce que c'est les projets scientifiques qui rapportaient des revenus aux communautés ou justement le café c'était suffisant? Ou c'est quoi finalement qui peut faire un bon mix là, pour que les communautés puissent en ressortir gagnantes? Là? Moi, je pense que, en fait, nous, notre prémisse de base, c'est que premièrement, on devrait aider les communautés à devenir moins dépendantes. Ils ont, dans l'évolution des communautés, ils ont perdu un petit peu leur autonomie. Donc, ils sont devenus de plus en plus dépendants de l'économie occidentale. Donc, retourner un petit peu en arrière. Par exemple, si tu as un problème d'eau potable, tu es capable de construire des filtres à eau avec du sable et des cailloux. Puis, tu n'as pas nécessairement besoin d'aller acheter des filtres à eau. Donc, essayez de voir comment répondre aux besoins des populations avec leurs propres forces plutôt qu'aller toujours chercher de l'aide de l'extérieur. Ça, je pense que c'est très important parce que tu vas augmenter leur autonomisation. Et on ne peut pas penser non plus qu'il va y avoir une intervention économique qui va régler les problèmes de tout le monde. Pardon. Ici, il y a tout le monde, on n'est pas en coupe forestière, on n'est pas tous en mine, on n'est pas tous des boulangers, on n'est pas tous des vendeurs de vêtements. Donc là-bas, c'est un peu pareil. Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a très peu d'horizons d'options. Quand tu es une jeune femme ou un jeune homme, quand tu es une jeune femme, tu as une option, tu vas faire des bébés. Bon? Quand tu es un jeune homme, tu as 2 options, tu vas cultiver puis chasser ou tu vas devenir policier. Ça, c'est tes options. Donc, nous, ce qu'on essaie, c'est d'ouvrir un petit peu le compas des options qui sont possibles. Par exemple, nous, on a un pilote de drone. Il y a une personne qui a réussi à faire tout le processus.
puis là, qui peut piloter des drones. Puis là, il semble qu'Étienne Laliberté va sans doute l'engager pour piloter son drone. C'est cool, il va avoir une job comme pilote de drone, tu sais. On en a d'autres qui ont appris à utiliser les ordinateurs, fait que là, ils ont trouvé du travail en informatique. Donc, on essaie de trouver différentes options, puis bon, être technicien, c'en est une, mais ce n'est pas la seule. Et aussi, on a travaillé pas mal sur le tourisme, donc pour eux, c'est quelque chose d'important. Donc, c'est plutôt une constellation d'activités économiques que juste une. Je ne crois pas qu'une résoudrait tous les problèmes. Merci. Bien, merci beaucoup, Catherine. Donc, une belle main d'applaudissements pour